à vous trois d'être là. Alors, on va parler du recrutement. Alors, c'est bien parce qu'en plus, on a 3 angles de vue différents. On a l'angle de vue de la Française des Jeux, avec une direction des ressources humaines nouvelle génération, avec Pierre-Marie. Merci d'être là. Bonjour. Ensuite, on a Vincent, avec le MBA DMB de l'EFAP, donc une formation sur les nouveaux métiers du business dans le numérique. Bonjour. Et Mathieu sur la plateforme Indeed, donc le lien entre les employeurs et les candidats. Alors pour commencer un petit peu sur vos parcours respectifs, Mathieu, comment on passe de Google à Indeed ? Oui, alors c'est vrai qu'à première vue, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir, mais bon, je dis à première vue parce que d'une certaine manière, la technologie est en train d'impacter le monde du recrutement, des ressources humaines et du recrutement, un peu comme elle a impacté le monde de la publicité dans les 10 ou 15 dernières années. On retrouve beaucoup de similitudes. Indeed, d'ailleurs, c'est un moteur de recherche. Il y a 500 000 nouvelles offres qui sont ajoutées tous les mois. Et il y a 6 millions de candidats qui les regardent tous les mois. Et c'est à peu près 30% de la population active, pour se faire une idée. Et en fait, cette échelle et cette quantité, c'est ça qui nous permet de rendre les choses mesurables et c'est ça qui transforme vraiment le recrutement, tout simplement. Donc, ça nous permet de penser d'une certaine manière comme un funnel de conversion, un peu comme en marketing, hein, avec une phase de découverte, une phase de conversion, tout simplement. Et ça, c'est un très gros changement. Et pour arriver à faire ça correctement, la chose qui compte, ce sont les données, la possibilité de mesurer tout. Et le très gros paradoxe que moi j'ai découvert dans ce marché en y arrivant, c'est que la donnée existe puisqu'on a des ATS. Alors je ne sais pas parmi vous qui s'occupe de recrutement et qui est familier avec ça, mais presque toutes les entreprises sont équipées d'ATS, Application Tracking System, qui permet de suivre une candidature depuis le moment où quelqu'un clique jusqu'au recrutement. Et le grand paradoxe, c'est qu'en réalité, personne, j'exagère un peu, mais très peu de recruteurs utilisent correctement ces outils. Et finalement, la donnée est une chose qui ressort difficilement. Donc nous, notre gros engagement chez Indeed, la chose qu'on veut faire dès maintenant, c'est s'engager dans cet effort pour faire sortir la donnée et nous partager le plus de données possible au marché, ce que vous verrez probablement dans les prochains mois. Alors Vincent, toi aussi, tu as été dans le business du numérique pendant quelques petites décennies. Comment tu es passé à l'enseignement et quelle pierre tu apportes à cet édifice ? Alors d'abord, j'étais dans le business, mais il y a 20 ans, j'ai créé le premier MBA, donc c'était mon loisir. Et il y a 4 ans, au sein de l'EFAP, c'est devenu mon job à 100%. Pourquoi je l'ai fait ? La première raison, c'était surtout de voir des jeunes diplômés issus de grandes écoles et d'écoles de commerce, diplômés mais au chômage ou en train de travailler mais pas épanouis. Donc l'enjeu, c'était de créer une formation pour des métiers qui n'existent pas demain. Ça m'a plu. Là où je viens du monde pré-numérique, où c'était une formation, un métier, quelques compétences. Et pour ce faire, avoir que des professionnels comme enseignants, se lier aux grandes associations, aussi bien l'ACC, l'Axel et d'autres, au Web Institute évidemment. Déployer également beaucoup de projets collectifs, beaucoup d'événements, dès qu'on peut. Je crois qu'il y en a quelques-uns ici. Ouais, ils sont un peu timides et ils sont fatigués. Merci. J'ai dit quelques-uns. Et le dernier aspect qui m'a séduit dans ce projet, c'était de sortir du périph', de découvrir qu'il y a des champions en région et qu'on a ouvert Lille, qu'on a ouvert Lyon, qu'on a ouvert Bordeaux, qu'on a ouvert Shanghai, qu'on a ouvert Alger, et puis qu'on ouvre encore d'autres pays. Donc cette aventure intrapreneuriale au service de l'employabilité et des jeunes et des seniors, voilà le défi qui me plaisait. Très bien. Pierre-Marie, tu as 2 minutes, je sais, ça va être très court, pour me dire comment, en 10 ans, tu es passé d'une direction des ressources humaines à la direction de la transformation et de l'expérience collaborateur. Et oui, j'ai jamais été très, très, très heureux avec cette expression de DRH ressources humaines. Ça va peut-être vous surprendre, mais je ne gère pas des ressources, j'anime des talents et des potentiels. C'est tout bête, mais c'est ça mon métier, c'est le métier que j'ai choisi. Et en travaillant sur des aspects de transformation, nous avons créé à la Française des Jeux une direction de la transformation qui est rattachée au DRH, qui porte la transformation organisationnelle, managériale, humaine, qui va porter aussi la transformation numérique. Et donc, du coup, on est au carrefour d'un certain nombre de sujets qui sont extrêmement importants pour la dynamique stratégique de l'entreprise.
Et puis, finalement, au fil du temps, j'ai récupéré aussi... Alors, on disait autrefois les services généraux. Maintenant, c'est beaucoup plus moderne. On dit environnement de travail et immobilier. Donc, très bien. Et donc, c'est aussi dans mon périmètre. Et puis, plus récemment, finalement, le collaborateur, c'est aussi son environnement numérique, son poste de travail numérique, c'est-à-dire son ordinateur, son smartphone, etc. Et toutes les connexions Wi-Fi. Et finalement, je porte, dans une démarche marque employeur, très en amont, avant que le candidat rentre chez nous, la manière d'essayer de le séduire, peut-être en intervenant aujourd'hui pour trouver des candidats futurs, venez nous voir, on recrute, et de l'accueillir le jour où il est retenu. Je porte donc son contrat de travail qui, bien sûr, digitalisation absolue, bulletin de salaire, contrat, et tout ça est en ligne chez nous. Et puis, l'installation physique sur son poste de travail, puisqu'on n'est plus dans des bureaux individualisés, on est dans des espaces partagés avec des zones de créativité, avec un certain nombre de moyens de faire de la créativité. Et puis, finalement, son environnement numérique, donc son ordinateur, son smartphone, etc. Tout ça, finalement, on parle de symétrie des attentions entre le parcours client, le parcours collaborateur, l'expérience client, l'expérience collaborateur, et finalement, le premier client de l'entreprise, c'est le collaborateur. Donc, on est client-centrique. C'est la raison pour laquelle, depuis 5 ans maintenant, je suis directeur de l'expérience collaborateur et de la transformation. Bravo. Pour rentrer un peu plus dans le sujet du recrutement, Vincent, quelles compétences finalement vous développez dans ce MBA et à travers quel type d'expérience, si tu peux m'en citer 2? Alors, j'ai l'habitude, lors de la remise des diplômes, de donner le diplôme à mes étudiants en leur disant je te remets un diplôme caduc. Alors là, il y a un gros silence dans la salle en général, parce que les compétences, les hard skills, il y a Open Classroom, hein, on se met à jour tous les 6 mois, et on voit de plus en plus que la différence va être autour du savoir-être, ou soft skills en anglais. Elles sont au nombre de 4 principalement. L'autonomie, pour être certes avancé tout seul, mais aussi être adaptable aux différents environnements. Le deuxième soft skills repose sur l'empathie, parce qu'on ne fait rien tout seul dans le digital, c'est notre ADN et qu'il va falloir embarquer les autres et pas être simplement dans ces zones de confort. La troisième qualité à développer, c'est la rapidité d'exécution. Le monde pré-numérique est quand même un monde « attendez, je ne suis pas prêt, il faut que je me forme, il faut que je teste ». À un moment, dans le digital, on délivre, et rapidement. Et enfin, pardon du discours, ça c'est plus pour les juniors, de vieux cons, c'est le sens de l'effort. Ça n'a pas été forcément transmis avant. Et il n'en demeure pas moins que vous tous autour de cette table, si vous en êtes là, c'est que vous avez beaucoup travaillé et que le point commun avec beaucoup de talent autour du Hub Institute et du digital, c'est le sens de l'effort, et ça, il faut le déployer. Alors 2 expériences, l'une sur le personal branding et une autre sur l'IA. Oui. Alors le personal branding, autant les millenniums qu'on a ou les seniors, ils connaissent et ils ont leurs réseaux sociaux et leur image, souvent mal maîtrisée et pas conçue comme un continuum de communication sur un projet professionnel. Donc on travaille dessus, on le note comme le cours d'emailing ou le cours de référencement naturel. Et la deuxième innovation de cette année, c'est l'intelligence artificielle. Vous en avez beaucoup parlé pendant ces 2 jours. On vient d'adhérer à l'organisation Impact IA pour créer un parcours autour de l'intelligence artificielle avec plusieurs dimensions, mais une dimension éthique de plus en plus, pour avoir encore plus de singularité et d'être humain face à ce qui est en train d'arriver. Parfait. Mathieu, alors sur le nouveau rapport de force sur le marché du recrutement entre les employeurs et les candidats, quelle est ton analyse ? D'abord, je dirais que tu as raison de dire un rapport de force, parce que c'est effectivement un rapport de force qui existe entre les candidats et les recruteurs, et ce rapport de force a changé. En réalité, c'est renversé dans les dernières années sous l'influence de la tension très forte qui existe sur l'ensemble des jobs. On le voit très bien dans les statistiques des recherches d'emploi sur Indeed. Tous les jobs sont en tension. On pourrait se dire, c'est les ingénieurs qu'on a du mal à trouver ou quelques parties spécifiques, mais en réalité, tous les jobs sont en tension. Et ça a profondément changé le rapport de force entre les recruteurs et les candidats. Je dois dire à la faveur des candidats, donc si certains d'entre vous cherchent un job, on va bientôt en chercher, sentez-vous rassurés, c'est vous qui avez la main. Mais effectivement, les chercheurs d'emploi se considèrent plus comme des consommateurs d'emploi, veulent des endroits uniques et plus simples pour trouver un job, donc ça tombe bien pour nous, Indeed évidemment.
mais cette chose a profondément changé. Alors, tout le monde cherche des talents, donc qu'est-ce que peuvent y faire les entreprises? Donc il y a évidemment cette idée très simple de travailler sur sa marque employeur et sur la réputation de la marque. Donc ça, j'imagine que c'est des choses qu'évidemment vous faites tous les jours et c'est une des raisons d'être de ce que vous faites. D'une certaine manière, on pourrait aussi dire que ce n'est pas suffisant, puisque quand tout le monde l'aura fait, tout le monde sera à égalité. Les entreprises peuvent, je dirais, s'augmenter et travailler un peu comme dans le marketing, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, à travers un funnel de conversion, pour attirer plus de talents à l'intérieur de l'entreprise en utilisant la technique du marketing. Puis après, il y a l'autre chose, il y a qu'est-ce que Indeed peut y faire. On travaille énormément sur ce sujet, il y a 9000 personnes qui travaillent chez Indeed, plus de la moitié de ces gens sont des ingénieurs, et la chose sur laquelle on travaille, nous, c'est le matching entre des offres et des chercheurs. Il ne faut pas imaginer que tous les chercheurs vont voir toutes les offres. On montre les offres les plus adaptées aux gens qui cherchent un job. Et ça, c'est un travail qui n'est jamais fini. C'est un travail qui est infini et qui donne lieu à beaucoup de sujets. Donc les deux grosses choses sur lesquelles on travaille, nous, c'est augmenter la qualité des candidatures. Aujourd'hui, si vous êtes recruteur, il y a des gens dans votre équipe qui le sont. Ils doivent trouver qu'ils reçoivent trop de CV pour un job et que trop peu de ces CV sont qualifiés. Donc ça, c'est un gros job pour l'ensemble des plateformes de recrutement et sur lequel nous, on est extrêmement engagés. Et puis l'autre côté, c'est le taux de réponse des recruteurs. Qui a cherché un job sait que souvent les recruteurs ne répondent pas, que c'est un gros problème. On appelle ça le trou noir chez nous. Et ça donne lieu à beaucoup de choses. Ouais. Pierre-Marie, qu'est-ce qui compte pour toi dans le recrutement? Je pense que c'est une lapalissade, tout le monde le sait. Les compétences techniques, ok, elles s'acquièrent, et j'ai même envie de dire qu'on peut tout apprendre en technique. Après, il y a des prédispositions. Mais la vraie différence dans l'entreprise, ce sont les soft skills, c'est les compétences comportementales, c'est la manière d'être avec les autres. Et nous recherchons beaucoup ce type de compétences. Et j'ai envie de dire pour nos recrutements externes, mais également nos recrutements internes. Parce qu'on parle de recrutement, mais moi, mon job, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de développer les talents et les potentiels. Et si je ne trouve pas des solutions pour que mes collaborateurs puissent changer, et changer souvent, je ne dynamise pas le fonctionnement de l'entreprise. Donc on a lancé un 360 degrés, alors à l'initiative du collaborateur, qui, sur 10 compétences clés, peut se faire évaluer par tout son entourage, son manager, ses collègues, s'il est manager par des collaborateurs, sur ces 10 compétences clés qui sont, je vais prendre des exemples, jouer l'équipe dans l'intérêt collectif, agilité, on en parlait parce que c'est quand même le nerf de la guerre, la culture de résultat. C'est extrêmement important. Moi, j'aime bien cette image parce que je suis breton et marin et j'aime bien le Vendée Globe Challenge. J'aime bien tirer les bords. Je ne sais pas si vous avez vu la course du Vendée Globe qui partait des Sables d'Olonne. Les bateaux qui partaient choisissaient un cap différent. Pourtant, ils allaient tous au même endroit, c'est-à-dire au Sables d'Olonne, mais 3 mois après. Donc, pouvoir choisir son cap et pouvoir aller dans sa direction pour arriver à bon port et passer la ligne d'arrivée, la culture de résultat, je pense que c'est quelque chose de très important. Donc, on fait cette analyse en interne et bien évidemment, dans nos recrutements extérieurs, on va chercher des collaborateurs futurs qui ont ces prédispositions. J'ai envie de citer une dernière compétence soft skill à laquelle je tiens beaucoup, c'est savoir délivrer du feedback et recevoir du feedback. La première cause de dysfonctionnement humain dans nos entreprises, dans une famille, c'est le non-dit. La première solution à quelque problème que ce soit, c'est le dire. Et trop souvent, des situations se détériorent parce que ce n'est pas dit. Donc savoir donner du feedback sans juger, savoir recevoir du feedback sans se sentir condamné, c'est une compétence comportementale, un soft skills que nous travaillons beaucoup et nous cherchons chez les candidats ce type de compétences. Alors la question, c'est toujours comment on apprécie les soft skills. Je crois que tu as une question fétiche à nous partager. Ça fait un très long moment que je recrute, parce que vous avez vu que j'ai des cheveux blancs, même si dans ma tête j'ai 20 ans. Il faut découvrir les compétences comportementales du collaborateur et les questions un peu basiques, c'est toujours très difficile. Moi, j'en ai une qui me révèle souvent la vraie personne que j'ai devant moi. C'est quand vous rêvez à vous, dans 3 ou 5 ans, vous êtes où, vous faites quoi ? Et c'est d'ailleurs une question même en dehors du boulot. Ça peut être faire le tour du monde, ça peut être faire je ne sais quoi.
Et c'est souvent, j'ai envie de dire, 9 candidats sur 10 qui ont l'œil qui commence à friser. Soit c'est une passion, soit c'est dans le boulot, soit il y en a un qui m'a dit prendre votre place de DRH. C'est un classique. J'ai recruté un HBP en matière de ressources humaines. Donc, je trouve que le révélateur d'un candidat, c'est quand il est capable de parler de lui avec différentes options, parce que personne ne lit dans la boule de cristal. Et je pense que pour être heureux au travail, il faut avoir des rêves. Et donc, il faut se projeter devant soi et être capable de répondre à cette question, non pas en l'ayant appris parce qu'un cabinet d'outplacement a dit qu'il fallait répondre ça à cette question, parce que ça se voit tout de suite, je le dis tout de suite au candidat, il faut que ça sorte des tripes. C'est quoi ma vie devant moi? Et quand on a ça, on a des personnes qui savent guider leur vie, et moi j'aime bien recruter des gens qui ne sont pas dans l'attente que la DRH fasse tout pour eux. J'ai envie de leur dire, qu'est-ce que tu fais toi pour toi? Super. Il nous reste quelques minutes, Vincent, du coup, pour la dernière question. Quelle situation, plutôt, rencontre, notamment, parlons surtout des personnes qui sont en reconversion quand elles cherchent un stage? Oui, puisque j'ai deux populations, les jeunes diplômés, 22, 27 ans, et puis les seniors, pardon du terme, de 30 à 57 ans, qui s'investissent 13 mois sur le part-time ou 6 mois sur le full-time, et qui ont la possibilité de faire un stage. Et là, le stagiaire daron ou daronne, il y a quelques entreprises qui ont beaucoup d'a priori et qui ne comprennent pas. D'abord, son maître de stage va avoir 26 ans, j'en ai 46, c'est ma fille. Et pour eux, c'est plus difficile, pas impossible. Hein. Alors que depuis 2 jours, toutes les sociétés, toutes les organisations ont tenu un discours aujourd'hui sur il faut vous transformer, il faut vous former. Et quand il y a des gens qui le font, ils se retrouvent parfois avec des portes fermées. Il faut être vraiment plein d'a priori pour ne pas comprendre que recruter un senior au prix d'un junior, moi quand j'étais agence, j'avais que ça. Hein. C'est un trésor. Donc ça, c'est une difficulté qu'ils rencontrent, mais on les prépare à ce discours et très vite, il y a de très très belles aventures. Pas plus tard qu'il y a 1 minute, une senior qui a découvert le travail de la voix et la Google Home il y a quelques années vient d'être incubée par Suez. C'est un parcours incroyable de quelqu'un qui ne connaissait rien et qui aujourd'hui est une des expertes mondiales de la voix. Dédicace, elle est dans la salle. Bravo à elle. Pierre-Marie, du coup, un mot pour terminer sur le futur dans 5 ans. En quoi le recrutement va évoluer et qu'est-ce qui sera mieux? Moi, je suis un éternel optimiste. Et donc, dans 5 ans, c'est l'humain, l'humain ou encore l'humain. Certes, on aura des outils, et heureusement que ces outils arrivent, parce que je dis aussi que souvent, la fonction RH a été le parent pauvre des développements informatiques. Aujourd'hui, on a enfin des outils d'aide à la décision pour des recrutements, mais au bout du compte, c'est quand même une personne qui fit avec une autre personne en disant « on va faire un bout de route ensemble ». Et ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais de mon point de vue, et je pense que c'est ça qui fera la différence, peut-être avec encore un peu plus de cooptation, parce que savoir comment fonctionne quelqu'un, un ami, une connaissance, quelqu'un avec qui on a déjà travaillé, on gagne tellement de temps pour agréger un nouveau talent. Donc je pense qu'on va vers l'humain, vers plus de cooptation. Et finalement, pourquoi avoir des RH pour recruter? Finalement, tous les collaborateurs sont prêts à recruter quelqu'un pour venir rejoindre une entreprise. Et alors Mathieu, pour conclure, la future prouesse technologique, elle sera de quel côté? Je pense qu'elle va dans le sens que vous venez de dire. Notre travail à nous, c'est l'automatisation. Donc plus ça va aller, plus on va automatiser le recrutement et la sélection des candidats. Donc on sort par exemple une chose qui s'appelle Assessment. Assessment, ça va permettre de proposer aux candidats différents exercices qui vont nous permettre de nous assurer que c'est bien les candidats qu'on veut. Et plus on va automatiser la machine, plus on va automatiser le matching entre les chercheurs, les offres, et on va réduire le nombre de candidatures pour arriver au meilleur, plus ça laissera de temps aux recruteurs pour se concentrer sur la chose qui compte, c'est-à-dire sélectionner les talents qu'ils cherchent. La chose incroyable, je trouve que ce qu'on a entendu, c'est que tout le monde cherche les mêmes talents, en fait, les talents transformationnels qui ont plein de qualités, dont celle d'être adaptable, d'être travailleur, d'être réactif, de savoir prendre du feedback, etc. Donc tout le monde cherche les mêmes, et ce n'est pas une chose facile. Et donc, plus la machine sera puissante et va délivrer des bonnes candidatures, plus les recruteurs auront le temps de se centrer sur la chose qui compte pour eux, c'est recruter les meilleurs talents. Plus de machines, plus d'humains, en gros.
Bon, bah, merci à vous trois. On a beaucoup parlé finalement de personnes chez toi, Vincent, qui sont en reconversion. Pierre-Marie, une direction DRH qui se transforme. Alors, il y a une petite phrase de Léon que j'aime bien. Alors, pas Léon de Luc Besson, hein, mais Léon Tolstoï plutôt, qui dit tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se changer soi-même. Donc, c'est bien de rebooter les organisations, mais on voit bien que, évidemment, ça passe par nous. Merci à vous trois. Merci. Passionnant.